que je veux dénoncer, c'est cette posture, la posture d'un ministre de l'économie qui veut jouer le père la rigueur, alors qu'il y a quelques semaines encore, il était l'exécuteur zélé du quoi qu'il en coûte. Et ça ne peut pas marcher, parce que si on veut faire, il faut faire des économies. 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous imaginez qu'en Europe, seule la Grèce et l'Italie font moins bien que nous? Nous sommes désormais vraiment dans les dernières places de l'Europe. Ça veut dire que la voix de la France porte peu en Europe. Est-ce que ça veut dire, on va essayer de voir vous, où vous trouveriez ces 7 milliards, où est-ce qu'il va trouver ces 10 milliards, est-ce qu'il faudra en trouver davantage? Mais quand vous évoquez la Grèce et l'Italie, on sait que c'est des scénarios catastrophes. La Grèce s'est retrouvée en situation où elle ne pouvait plus payer les dettes, où elle est devenue dans la main des banques et même de l'Union européenne. Est-ce que la France pourrait connaître un scénario comme celui-là? Est-ce qu'il faut à un moment se le dire? Bien sûr. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'avait dit. Elle avait clairement indiqué, je ne connais plus la phrase au mot à mot, mais qu'un scénario à la Grèce pouvait se reproduire en France. Notre chance, si vous voulez, c'est que nous sommes un risque systémique, c'est-à-dire que le problème français... C'était un scénario de banqueroute, hein. Exactement. Le fait que la France soit attaquée pourrait mettre en cause carrément la zone euro. Mais on en arrive à cette extrémité. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent bien, c'est que la France est le seul pays en Europe à cumuler 2 déficits. Le déficit budgétaire, ça veut dire que l'État dépense plus qu'il ne gagne, 3 000 milliards de dettes, un peu plus, et on cumule aussi le déficit commercial, ce qui veut dire que la France consomme plus qu'elle ne produit. Et cette double mâchoire risque d'écraser l'économie française et en tout cas appauvrit les Français. Le problème du pouvoir d'achat, il est là. François Fillon, effectivement, il y a presque 20 ans, disait déjà que il dirigeait, disait-il, un État qui était en situation de faillite. Ça a tenu. Oui, parce qu'en économie, je vous le disais, parce que la France est un risque systémique et que je pense qu'il y a un adossement en Allemagne, c'est-à-dire et à la Banque Centrale Européenne. Les analystes financiers font cette analyse qui risque un jour d'être fausse, que finalement la Banque Centrale Européenne fera toujours tout ce qu'elle pourra pour sauver la France du malheur, parce que derrière... Trop grande pour s'écrouler. Exactement. En vendéen, c'est ce qu'on peut dire exactement. Oui, c'était du vendéen dans le texte, comme vous l'avez vu. Mais je pense que c'est extrêmement grave. Il y a Larry Summers, qui était un grand secrétaire d'État au Trésor américain, avait dit un jour, vous savez, en économie, ça va toujours plus lentement qu'on le pense, mais quand ça arrive, ça va toujours beaucoup plus vite qu'on ne le croyait. Alors, où est-ce qu'on les trouve, les milliards? Bruno Le Maire dit qu'il va trouver 10 milliards, dont 5 qu'il trouverait uniquement en rabotant le fonctionnement même des ministères. Est-ce que vous estimez, 1, que 10 milliards, ça suffira, et 2, que ces 10 milliards-là, vraiment, on va les trouver là? D'abord, 10 milliards, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que la prévision de croissance sur laquelle s'appuie encore le ministre est trop élevée, 1%. Il continue à mentir, en fait. Non, là c'est du pari. Mais par exemple, l'OCDE... C'est du pari ou du bluff? Je ne sais pas, je ne veux pas donner de procès d'intention. L'OCDE, c'est à 0,6. Ouais. L'OCDE prévoit pour la France une croissance de 0,6. Je rappelle donc les chiffres, pardon. Lorsque le budget a été écrit, il prévoyait une croissance de 1,4. Aujourd'hui, il prévoit une croissance de 1. Et en réalité, les autres, quand ils nous observent, disent « vous finirez à 0,6 ». Voilà. Mais la situation, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on a des taux d'intérêt à long terme qui se sont relevés. L'État emprunte sur les marchés financiers, mais ça lui coûte de plus en plus cher. Et le problème en économie, c'est que quand le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal, et on déduit l'inflation, dépasse le taux de croissance, quand la croissance est trop faible, eh bien, le peu de richesse qu'on produit dans un pays doit servir simplement à payer le service de la dette. Alors qu'on a la transition énergétique, on a le choc du vieillissement, la dénatalité. Il nous faudrait trouver des marges de manœuvre qu'on n'a plus. Alors comment faire? Bien sûr, il y a la méthode... du dernier moment, du court terme, le colmatage. On trouve des économies ici ou là. C'est ce que va faire Bruno Le Maire. C'est la méthode à laquelle on est réduite, c'est la moins efficace. La plus efficace, c'est une méthode qui devrait être anticipée, bien en amont, avec 2 réformes essentielles, la réforme de l'État et la réforme du système social. La réforme de l'État, par exemple, 3 choses. 1, on a plus de 1200 agences qui nous coûtent plus de 60 à 70 milliards d'euros. Il faut réduire drastiquement et ce sont des milliards et des milliards, les agences. Deuxième chose, faire en sorte qu'on puisse recourir à du privé. Ce matin, beaucoup de collégiens, de lycéens en France ont été emmenés au lycée et au collège, non pas avec des cars qui dépendent des régions, mais avec des cars qui sont gérés par des entreprises
privé. Le monopole de l'intérêt général, ça n'est pas seulement l'État. Il faut que l'État puisse faire travailler les entreprises. Vous estimez que ce modèle-là, il devrait se décliner donc sur d'autres services? Bien sûr, mais bien sûr. Autre chose, troisième idée, il faut faudra quand même les payer. En même temps, ces entreprises privées. Bien sûr, mais elles sont plus efficaces. Mmh. Regardez la SNCF. Bon, mais troisième, la SNCF, sur la réforme de l'État. Il faudrait carrément la privatiser, la SNCF? Non, il faut la mettre en concurrence, ce que des régions, ce que la mienne fait. Mais les conditions de mise en concurrence, je les trouve encore beaucoup trop contraignantes. Troisième idée sur la réforme de l'État. Pourquoi avoir uniquement des fonctionnaires sous statut? Il faut avoir des contractuels. Parce que les besoins peuvent changer, donc on peut les former, les adapter, les déplacer, et je pense que c'est important. Et puis il y a le système social. Le système social, ça n'est pas qu'il est trop généreux, c'est qu'il est laxiste. Il n'y a plus d'équilibre entre les droits et les devoirs. Voilà. Moi, ce que je propose, par exemple, c'est que... Ça va faire des économies, ça. Mais bien sûr, par exemple, il faudrait que les Français maintenant n'en peuvent plus. Ceux qui travaillent se disent mais je vois des voisins qui ne travaillent pas, qui gagnent quasiment autant que moi, et eux ils ne prennent pas la voiture pour aller travailler. Ils ne prennent pas, par exemple, ils vont pas à la crèche parce qu'ils gardent aussi les enfants. C'est pas acceptable. Donc pour creuser l'écart entre le revenu de l'assistance et le revenu du travail, ce que je propose, c'est de fusionner les allocations en une seule allocation et faire en sorte qu'on la capte. Qu'il n'y ait plus un certain nombre de guichets, qu'il n'y ait un seul guichet d'alloc. Et on dit, voilà, ces allocations, la somme de toutes ces allocations, ce sera 70 ou 75% le SMIC, pour préserver l'écart entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance. Donc à la fois simplifier et réduire les coûts. Voilà, mais voyez que cela, ça demande un travail en amont. Et comme le gouvernement et ce président de la République, c'est ce qui caractérise le plus, avec le en même temps, c'est qu'il est toujours dans l'instant. C'est un gouvernement de l'instant. Et donc, il n'y a jamais d'anticipation. On est toujours dans le très, très court terme et on réagit aux mouvements sociaux sans jamais anticiper. Dans le très, très court terme, il y a le mouvement social des agriculteurs qui, pour autant, en effet, et quand on écoute les agriculteurs, on le comprend bien, date d'il y a très longtemps et couvait depuis bien longtemps. Sauf que là, il y a une deadline. Cette deadline, c'est demain, l'ouverture du salon de l'agriculture. Les propositions, troisième vague de propositions et de promesses par le Premier ministre, c'était donc hier, une nouvelle loi Egalim qu'on ne pourrait plus contourner. Le fait de reconnaître l'agriculture comme un métier en tension qui justifierait le recours aux travailleurs étrangers. Et puis, une forme de simplification dans le calcul de l'usage des pesticides qui, d'après le gouvernement, ne réduirait pas l'exigence, mais qui, d'après les écolos, en revanche, est une réduction de l'ambition écologique. Comment vous réagissez à ces trois propositions ? Mais c'est de la rustine. Vous avez commencé par les lois Egalim. À juste titre, vous avez dit que c'est en quelques années la 4e loi. Et à chaque loi, on nous a vendu une loi qui était la meilleure au monde. Si on est rendu à la 4e loi... Ça veut bien dire que ça n'a pas marché. Donc, il y a un vrai souci. Et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs n'ont plus confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je propose 3 pistes. Et si le gouvernement, le président de la République, ne les prend pas, ils auront des problèmes. Pas seulement pour l'inauguration avec le président de la République samedi du salon, mais bien après. Première chose, ça ne suffit pas d'inscrire la souveraineté de l'agriculture, la souveraineté alimentaire, dans la loi. Pourquoi ? Parce que a été constitutionnalisée la charte de l'environnement. Donc dans la hiérarchie des normes, la charte de l'environnement écrasera toujours cette notion de souveraineté. Je précise les choses parce qu'effectivement, ça fait quelques semaines qu'on parle beaucoup de ces questions de hiérarchie des normes. Je redis bien pour qu'on comprenne tous qu'au fond, il y a une charte et la charte, elle est constitutionnelle et quand elle est constitutionnelle, elle s'impose à tout le reste. Et il y a encore au-dessus de ça les lois européennes qui s'imposent à nouveau à nos lois françaises. Allez-y, continuez. Pour être encore plus clair, on est dans un monde de pénurie. Ici, sur ce plateau, j'entendais tout à l'heure un certain nombre de vos collègues discuter de la pénurie des médicaments. On a connu il y a 1 an la pénurie d'électricité. On rentre dans un monde de pénurie, comme si on était dans un pays sous-développé. Pénurie alimentaire, on sait avec M. Poutine et d'autres que l'agriculture, l'arme alimentaire, c'est vraiment un moyen de se battre. C'est une arme. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on inscrit dans la loi, non pas ce vague sujet de la souveraineté, mais un concept juridique qui serait que l'agriculture soit reconnue d'intérêt général majeur.